Bonsoir à tous, bienvenue, bonne année de la part de l'Université populaire, c'est-à-dire à la fois de l'Université du Havre et du Volcan Scène Nationale. Une année qui sera, je l'espère, pour ce qui nous concerne ici, fructueuse et féconde. Je vous rappelle que notre projet collectif depuis maintenant 9 ans, c'est de permettre à chacun d'entre nous d'avancer dans ce monde complexe qui est le nôtre, un monde qui n'est pas simplement un monde de tragédie ou de violence, qui est aussi un monde où il se produit des innovations qui nous permettent d'aller plus avant. Je voudrais vous rappeler 2-3 petites informations, pour ceux en tout cas qui ne connaîtraient pas l'Université populaire. Vous avez à l'entrée le programme, bien sûr, et puis quelques autres programmes. La conférence de la semaine prochaine, exceptionnellement, là nous avons 2 conférences, l'une après l'autre à une semaine d'intervalle, aura lieu dans cet amphi. Donc, même si vous voyez dans la presse ou par je ne sais quel canal de communication amphi 6, c'est ce qui était indiqué lorsque nous avons monté le programme et la brochure cet été, mais désormais c'est bien dans l'amphi 5. Donc, et ça sera une conférence de Pierre-Bruno Ruffini, qui est économiste, qui a été aussi, après avoir été président de l'Université du Havre entre 2000 et 2005, conseiller de 2 ambassadeurs de France, l'un à Moscou et l'autre à Rome, pour ce qui est de la science. Et il nous proposera une conférence qui est liée aussi à ses travaux récents sur science et diplomatie, en quoi la science, et ça consonne bien sûr avec le projet de l'Université populaire, en quoi la science et les scientifiques peuvent être des facteurs de paix, de construction de la paix, par la diplomatie. La science, non pas comme source de conflit, ce qui est parfois malheureusement présenté dans les rivalités qui peuvent exister entre les pays et entre les scientifiques, mais source de construction d'une humanité qui puisse avancer. Donc ça sera sa conférence. Et dans 15 jours, mais là, c'est seulement pour ceux qui se sont inscrits, il y aura le second atelier sur les ondes acoustiques au laboratoire des ondes et des milieux complexes, qui est le bâtiment commun à l'Université du Havre, à Sciences Po Paris, Cyclasie, non loin d'ici finalement, hein, quand on veut bien se déplacer à pied. Mais Florence m'a prévenu que les 15 places étaient déjà occupées. Donc s'il y en a parmi vous qui sont inscrits, il n'y a pas de problème. Si vous êtes inscrits, vous pouvez venir. Si vous n'êtes pas inscrits, ce n'est pas possible, parce que nous devons communiquer une liste au service de sécurité de l'université. En raison des événements actuels, il faut qu'on précise qui vient, et on ne pourra pas accueillir d'autres personnes. Donc c'est bien ça, hein, il y a bien les 15, voilà. Voilà donc pour les informations. Sinon, comme autre information, les conférences sont désormais relayées au titre informatif par le CNRS, ce qui est quand même une excellente chose. Le CNRS trouve un intérêt à faire connaître nos conférences. Je vous rappelle qu'ici à l'Université du Havre, vous avez 2 laboratoires du CNRS quand même, il ne faut pas l'oublier, un dans les sciences pour l'ingénieur et un dans les sciences sociales et humaines. Que les conférences, vous pouvez les retrouver en ligne, en tout cas pour les dernières, celles d'il y a 7 ans, 8 ans, pour l'instant nous ne les avons pas encore remis en ligne, sur Canal U, hein, c'est bien ça, et qu'on attend toujours une réponse de France Culture. Nos conférences devraient être aussi mises en ligne sur France Culture. Les conférenciers acceptent en général, je pense que c'était votre cas, que leurs conférences soient mises à votre disposition. Je crois comme information, c'est tout ce que j'avais à dire. Tu ne vois rien d'autre. Donc maintenant, Florence Lafont va vous présenter la conférence et la conférencière. Bonne soirée à tous. Juste vous rappeler aussi que l'Université populaire vous propose un atelier autour de la danse et notamment du concert dansé que le Volcan accueille le 12 mars autour des œuvres du compositeur américain Steve Reich. Donc on vous a envoyé un mail à ce propos. Il reste des places dans cet atelier
qui ne nécessite aucun prérequis, qui est une expérience, je pense, assez fabuleuse, d'abord de vivre un processus artistique de l'intérieur, et puis d'expérimenter la relation entre le corps et la musique, entre la danse et la musique. Et le seul inconvénient de cet atelier, c'est qu'il demande beaucoup de temps, puisqu'il y a un premier week-end de répétition les 30 et 31 janvier, et puis les 3 soirées qui précèdent le concert dansé du 12 mars. Voilà. Il reste des places, donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Voilà. Donc place maintenant au sujet de ce soir. On continue la réflexion entamée autour du sport et de ce que cela nous raconte sur le corps et ses représentations. Alors il y a quelques semaines, Olivier Sirost nous invitait à penser un après le sport, en nous expliquant que l'idée du sport tel qu'il s'est créé fin 19e et pendant toute une bonne partie du 20e siècle, ce sport-là auréolé de toutes les vertus était aujourd'hui mis en cause avec l'idée de progrès, et que la pratique sportive échappe de plus en plus aux lieux institutionnels tels que les clubs et les fédérations pour privilégier des modes beaucoup plus individuels, beaucoup plus ludiques, beaucoup plus virtuels aussi. Ceci dit, le sport reste l'objet de beaucoup d'enjeux politiques, économiques, éthiques, santé, et que dans ce paysage sportif, le sport de haut niveau, avec ses notions d'excellence, de dépassement de soi, de performance, mais également d'une maîtrise du corps toujours plus revendiquée, ce sport de haut niveau, il agit un petit peu comme le miroir de, je dirais, de nos obsessions contemporaines, et notamment l'envie de repousser toujours plus loin les limites de notre condition humaine, qui est précaire, fragile, parce que nous sommes mortels. Pour parler de cette problématique-là, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Keval. Donc Isabelle Keval, vous êtes agrégée de philosophie, docteur en sciences de l'éducation, maître de conférence à l'université Paris-Descartes, et vous êtes chercheur au Centre de recherche Sens, Éthique et Société, le CERSES. Vos travaux portent sur les représentations contemporaines du corps, sur les significations philosophiques et sociopolitiques du sport de haut niveau, valeur de la règle, dépassement de soi, dopage, artificialisation du corps, et sur l'histoire des pratiques corporelles dans l'éducation. Votre parcours personnel fait que, sans doute, vous avez un intérêt pour le sport de haut niveau, puisque vous avez été une joueuse de tennis à très haut niveau, vous l'avez pratiqué en sport de compétition, vous avez quitté les cours dans les années 80 pour enseigner la philosophie à Évreux, et vous vous êtes occupé également de la formation des futurs professeurs d'éducation physique et sportive à l'UFR STAPS de Rouen. Vous avez écrit plusieurs ouvrages autour de cette question, dont S'accomplir ou se dépasser, essai sur le sport contemporain aux éditions Gallimard en 2004, Le corps aujourd'hui aux éditions Folio en 2008 et Le sport petit abécédaire philosophique aux éditions Larousse en 2009. Je vous cède la parole. Merci Florence Lafont. Merci tout d'abord à vous tous d'être là ce soir et donc à l'Université populaire du Havre de m'avoir invitée. Je suis très, très heureuse d'être là avec vous ce soir. Alors pour parler effectivement du sport de haut niveau et d'une manière un petit peu élargie du corps et des manières dont la recherche d'excellence peut modifier le corps ou tenter d'augmenter les performances corporelles. Alors, je dis tout de suite que ce qui m'intéresse dans le sport de haut niveau, c'est la manière dont il est en quelque sorte une éprouvette du social et un laboratoire expérimental du dépassement de soi. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce culte du dépassement de soi, qui traverse notre société, on va le voir dans un instant, eh bien, trouve dans le sport de haut niveau une manière de s'exprimer sans modération. D'une certaine façon, il y a depuis quelques années, dans d'autres secteurs de notre société, le monde du travail ou le monde de l'école, une réflexion ou des tentatives de réflexion sur la régulation de ce culte de la performance, éventuellement sur ses méfaits, sur ses conséquences. Rien de tel dans le sport de haut niveau parce que c'est son essence même, c'est-à-dire que sans la recherche de performance et de dépassement de soi, il n'y a plus de sport de haut niveau. Donc on a là quelque chose qui est extrémisé de toutes parts, c'est-à-dire dont tous les paramètres
qui composent la performance et la recherche de performance sont extrémisés de toutes parts. Donc c'est ce qui me paraît intéressant parce que on peut lire au travers du développement et de la manière dont fonctionne le sport de haut niveau un certain nombre de tendances qui traversent par ailleurs notre société, tendances liées au progrès médical, tendances qui posent des questions éthiques, tendances liées au dopage ou à des consommations de substances à fin de performance. Et donc ça permet aussi d'élargir et d'avoir un regard donc plus étendu sur des phénomènes sociaux. Alors en introduction, qu'est-ce que je vais appeler la révolution du corps? Eh bien, c'est ce phénomène que nous connaissons, nous, aujourd'hui, c'est-à-dire au début du XXIe siècle et déjà depuis quelques décennies, à savoir dans les pays riches, c'est-à-dire les nôtres, dans les pays industrialisés, un recul, ou tout au moins une plus grande espérance de vie, un allongement de l'espérance de vie, c'est le premier marqueur, on va dire, de cette révolution. Et le deuxième marqueur, c'est que cette espérance de vie peut se dérouler dans un corps beaucoup plus confortable, bien vécu jusqu'à des âges avancés, ce qui n'avait pas été le cas des générations précédentes et bien évidemment de toute l'histoire de l'humanité. Nous vivons quelque chose qui est de l'ordre d'une mutation anthropologique, dans la mesure où il est possible aujourd'hui de se projeter vers des âges 80, 90, 100 ans. On va voir tout à l'heure que existent dans le sport maintenant des catégories de compétition qui concernent ces publics du 4e âge et bientôt du 5e âge. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, bien évidemment plus large que le simple phénomène du sport, parce que cette mutation anthropologique nous amène à penser différemment notre propre existence, notre famille, la conjugalité, la parentalité, les relations sociales. Pour mémoire, au milieu du XVIIIe siècle, l'espérance de vie est de 25 ans, du fait d'une mortalité infantile considérable, et il est évident qu'on ne se projette pas de la même manière dans une espérance de vie à 25 ans que dans une espérance de vie à 80 ans. Donc cette mutation anthropologique, elle tourne pour l'essentiel autour de cette révolution du corps et des manières dont, notamment grâce au progrès médical, nous avons pu avancer plus loin dans notre existence et dans un corps beaucoup plus confortable. Alors pour comparer avec beaucoup de choses qui se sont dites sur le corps et notamment chez les philosophes, on se rappelle que Platon parle du corps comme du tombeau de l'âme, ou alors de l'huître qui est enfermée dans sa coquille, c'est-à-dire que on parle là d'un corps qui est subi, d'un fatum, c'est-à-dire de quelque chose qu'on porte un peu comme un fardeau justement tout au long de son existence. Aujourd'hui, on peut, tout du moins statistiquement, eh bien, se projeter dans un autre type de rapport à son corps parce qu'il est mieux entretenu, parce qu'il est plus performant, parce qu'il nous conduit plus loin dans l'existence et qu'on peut projeter à partir de son corps des éléments de vie qui étaient impossibles de projeter auparavant puisque le corps était périssable, il représentait la maladie, la mort, etc. Alors, quelles sont les composantes, on va dire, plus générales à la fois philosophiques et sociologiques de cette révolution du corps? Si on remonte un petit peu quelques décennies en arrière et en particulier dans l'après-Seconde Guerre mondiale, on a pu observer ce qu'on appelle généralement le recul des grandes transcendances, alors religieuses et politiques, c'est-à-dire ces idéologies collectives qui structuraient l'identité des individus précisément à partir du collectif. C'est-à-dire que je naissais en tant qu'individu dans une famille qui était communiste, qui était catholique, qui était syndicaliste ou autre, et la puissance, le poids de cette idéologie structurant la société me permettait également en tant qu'individu de m'identifier, de me repérer et de trouver ma place dans cette société. Alors l'effacement
de ces grandes transcendances, de ces grandes idéologies, c'est aussi le recul de ce qu'on a pu appeler des ailleurs ou des au-delà, c'est-à-dire des idéaux religieux ou politiques vers lesquels on se projetait, qui se situaient au-delà du temps présent, qui se situaient pour plus tard, qui se situaient même, on va dire, dans un temps idéal au-delà de la vie terrestre. On a vu le recul de cette projection vers ces idéaux, le recul de ces ailleurs et de ces au-delà, qui a consacré ce recul un investissement massif dans le présent, c'est-à-dire ici et maintenant, et en particulier dans ce que je peux obtenir de ce présent, c'est-à-dire des biens matériels, c'est-à-dire une certaine forme de jouissance, d'hédonisme, etc. Alors, les deux principales conséquences de cet effacement des grandes transcendances, c'est précisément d'une part ce qu'on peut appeler le matérialisme, alors non pas au sens d'une théorie philosophique, mais le matérialisme au sens où nous sommes intéressés à ce que nous possédons, à ce que nous expérimentons au présent, et donc à toutes ces formes de biens que nous allons accumuler tout au long de notre existence. Et puis, la deuxième conséquence, c'est l'individualisme, parce que dépris de ces grandes transcendances, eh bien, nous sommes d'une certaine manière livrés à nous-mêmes et sommés de trouver nous-mêmes le sens de notre existence. Et donc, individualisme et matérialisme se sont renforcés dans la fin du XXe siècle pour dessiner, on va dire, le profil de l'individu contemporain. Alors, le troisième élément qui se joint à ces deux-là, c'est celui que j'ai dit en ouverture, c'est-à-dire ces progrès médicaux dont nous avons pu bénéficier et qui laissent à penser que nous avons réellement un pouvoir sur notre corps, c'est-à-dire notamment le pouvoir de l'entretenir, le pouvoir de le cultiver, le pouvoir de le rendre performant, d'augmenter ses performances. Voilà. Alors, si on conjoint ces trois éléments-là, c'est-à-dire individualisme, matérialisme et augmentation des capacités de santé et des capacités corporelles, eh bien, on arrive à comprendre que la santé, notamment, soit devenue aujourd'hui pour nous un leitmotiv. Et que nous puissions investir, on va dire raisonnablement, dans notre corps, en espérant être toujours plus jeune, moins vieillir, être plus performant, etc. Et donc, de nombreuses injonctions que nous connaissons bien sont là pour nous rappeler qu'il faut bien manger, ne pas fumer, s'entretenir, faire du sport, bouger, etc. Donc, cette révolution du corps, c'est l'idée absolument neuve dans notre histoire, finalement, dans notre histoire humaine, que nous serions en mesure de produire notre corps. Non pas de le subir, mais de le produire. Alors, dans ce contexte-là, et j'en viens directement maintenant à mon sujet de ce soir, eh bien, le sport de haut niveau est emblématique. Il est emblématique parce qu'il est fondé sur cette idéologie du dépassement de soi, sur cette idéologie de l'augmentation des capacités corporelles et de l'augmentation constante des performances humaines, à tel point qu'on peut lire en lui une sorte d'évolutionnisme schématique, puisque si on regarde sur les 150 ou 200 ans de l'histoire du sport, eh bien on voit une courbe croissante, quasi linéaire dans la progression des records, comme si ça n'allait jamais s'arrêter, comme si nous allions toujours pouvoir trouver des moyens, d'où le dopage, d'améliorer toujours nos performances. Alors, j'ai organisé mon propos selon 10 grandes questions, même si là, ça n'est pas présenté sous la forme d'une question. On va dire 10 grandes thématiques qui permettent de questionner cet intérêt du sport de haut niveau et cette situation du corps contemporain, on va dire, dans ce contexte d'amélioration. La première thématique
qui me semble vraiment fondatrice, c'est celle qu'on peut puiser dans l'Antiquité. Alors les antiques, et grecs et romains aussi, ont développé une culture du corps dont nous avons en partie hérité. En tout cas, nous pouvons y trouver quelques racines. Et surtout, ils ont posé une ambivalence qui me semble tout à fait fondatrice et structurante pour réfléchir à ces questions-là, qui est l'ambivalence de la notion d'excellence. La recherche d'excellence peut en réalité vouloir dire deux choses. La première, on la trouve en particulier chez Homère, dans l'Iliade et l'Odyssée, livres dans lesquels le terme arrêté, qui signifie excellence en grec, est compris ici comme étant la grandeur. Voilà. Grandeur physique et morale, grandeur du soldat qui triomphe à la guerre, grandeur de celui qui fait montre d'un courage physique et moral. Cet arrêté homérique signifie quelque chose d'exceptionnel, qui élève un individu au rang de demi-dieu, en tout cas au-dessus de ses semblables, et le positionne dans une forme d'unicité, en tout cas d'élitisme. Alors on va retrouver la même acception pour ce qui est des athlètes qui triomphent aux Jeux olympiques par exemple, et dont les statues sont érigées par exemple à Olympie, et qui montrent bien donc cet arrêté, cette excellence comme manière d'être tout à fait exceptionnelle. Et puis le deuxième sens de l'excellence, à partir du même mot grec, c'est-à-dire arrêté, eh bien on le trouve chez Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, donc l'ouvrage d'éthique d'Aristote, dans lequel il nous dit que l'excellence, c'est la juste mesure. C'est-à-dire que c'est une forme d'harmonie, c'est une forme de prudence, c'est une manière de cultiver la tempérance, de cultiver l'accord qu'on peut avoir soi-même avec la nature, et puis soi-même avec cette nature en soi qu'est le corps. Et on retrouve là des échos très signifiant, on va dire, avec la médecine d'Hippocrate, qui prône également cette juste mesure, ce juste équilibre, et qui essaye de bannir le trop ou le trop peu. Alors, entre la grandeur d'Homère et puis ce juste milieu, ce juste équilibre d'Aristote, il y a bien sûr des points communs. En particulier, ça n'est pas donné à tout le monde d'atteindre cette excellence, ni du côté d'Homère dans la guerre, ni du côté d'Aristote dans finalement cette sagesse qu'il décrit dans l'Éthique à Nicomaque. Donc il y a une forme d'élitisme qui est au fond commune à ces deux acceptions. Mais la différence, et cette différence-là m'a paru, notamment dans les livres que vous avez eu la gentillesse de citer tout à l'heure, m'a paru tout à fait fondatrice, cette ambivalence entre le mieux et le bien, entre l'exception et l'équilibre, ou entre l'excès et l'équilibre, me paraît traverser toute l'histoire des pratiques corporelles jusqu'à nous, histoire des pratiques corporelles composée de, évidemment, très nombreux épisodes qui ont vu la naissance des gymnastiques, de l'éducation physique, du sport de haut niveau, avec toujours cette tension nodale, cette tension fondatrice, à savoir quand on pratique une activité physique, est-ce qu'on la pratique dans le but d'un juste équilibre ou dans le but d'une performance? Alors ça me paraît central, et ça permet notamment qu'on distingue aujourd'hui de manière assez catégorique, d'une part le sport de haut niveau, qui est une activité à part, qui se déroule dans une sphère à part, qui a un impact pourtant très fort sur la société, notamment de par sa médiatisation, et puis d'autre part le sport de masse ou le sport santé ou le sport loisir, qui lui ne vise pas la performance extrême.
Alors la deuxième thématique, qui est corrélée à la première bien sûr, parce qu'on réfère au même univers de pensée, c'est d'une part de savoir si ce qu'on a pratiqué comme activité physique, comme jeu sportif, entre guillemets, dans l'Antiquité, a à voir quelque chose avec ce que nous connaissons aujourd'hui, avec les Jeux Olympiques d'aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit d'une continuité? Est-ce que véritablement c'est notre héritage? Est-ce que nous pouvons y puiser des repères pour les activités d'aujourd'hui? Alors les spécialistes se partagent, on va dire, sur cette question-là. Il y a quand même des traits distinctifs des activités antiques et des activités modernes qui les séparent quand même de manière assez catégorique. La question de la violence, qui est extrême dans les activités antiques, qui est très peu régulée. La question du chiffre, du chronométrage, de la mesure des activités et des performances qui n'existent pas dans l'Antiquité, alors que c'est vraiment la marque de la modernité et du sport moderne. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est plus profondément la manière dont on considère l'idée de progrès. Voilà, cette idée de progrès finalement qui est assez familière pour nous, qui est parfois remise en question, mais finalement sur laquelle, depuis la philosophie des Lumières, nous avons fondé nos sociétés, nos sciences, nos techniques et donc aussi le sport. Cette idée de progrès pose problème quand on compare ces deux univers de pensée, l'antique et le moderne. Alors, je dis un mot là-dessus, qui permettra de comprendre à quel point le culte de la performance, comme nous l'entendons nous, et comme il s'exprime dans le sport de haut niveau, est précisément une idée moderne. Si on compare point par point ces deux univers de pensée, c'est-à-dire d'un côté antique, grec, romain et même on peut y ajouter l'univers médiéval puisque du point de vue scientifique les choses sont dans la continuité. Si on compare ces deux univers de pensée point à point, en commençant par l'astronomie, on voit deux représentations du monde très distinctes. D'un côté, chez les anciens, un monde clos, fini, un univers qui est précisément achevé parce qu'il est fini, c'est-à-dire qu'il a des limites, une Terre qui est plate ou semi-plate, et l'ensemble des planètes qui tournent autour d'elle, c'est-à-dire qu'on est dans une représentation géocentrique du monde. Dans cette représentation-là, la relation à la nature est bien spécifique, puisque la nature est comprise comme un modèle d'ordre, un modèle de finalité, toute chose à sa place et chaque chose finalement a son destin écrit dans cet univers naturel. Cette nature est un modèle d'ordre et elle l'est donc aussi pour l'homme qui ne pourrait envisager dans ce contexte-là de transgresser la nature, c'est-à-dire d'outrepasser ses normes, d'outrepasser son ordre, d'une certaine manière imaginer qu'il puisse, l'homme, faire mieux qu'elle, inventer mieux que la nature ne l'a fait. Alors cette représentation-là, elle est évidemment très prégnante. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on considère que la nature, Aristote dit « Dieu et la nature ne font rien en vain », c'est-à-dire que cette nature, comprise par une physique qu'on appelle qualitative, parce qu'elle attribue des qualités aux éléments naturels, eh bien, fait autorité jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Pour prendre une troisième discipline, la médecine, je parlais tout à l'heure d'Hippocrate, on pourrait aussi citer Galien, qui est un peu plus récent dans la chronologie. Cette médecine-là repose sur l'idée d'un accord de l'homme avec la nature, d'un respect des règles naturelles, et donc, comme je disais tout à l'heure, aussi des règles naturelles en soi, c'est-à-dire des règles du corps. Si je compare ces trois disciplines avec la perspective moderne, je vois bien d'une part que du point de vue astronomique, les révolutions coperniciennes, galiléennes, newtoniennes donnent du monde et de l'univers une représentation très différente, où prime l'infini, la représentation d'un univers infini, la représentation d'un univers
héliocentrique et non plus géocentrique, avec cette idée qui me semble très forte, en tout cas du point de vue de l'histoire des idées, c'est que cette fois, l'infini prime sur le fini, tandis que dans l'Antiquité et le monde médiéval, le fini, comme représentation du parfait, primait sur l'infini. Du coup, ça permet de comprendre, on va dire, le sens, la portée de cette phrase de Descartes dans la 6e partie du discours de la méthode, qui dit « Quel est le but de la physique ? Nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. » Alors, souvent, on dit que cette phrase-là inaugure la modernité dans l'histoire des idées. Cette phrase-là n'aurait pas pu être prononcée par un ancien, parce que se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est une forme de sacrilège au regard d'une nature qu'on envisageait presque comme une personne, en tout cas comme ayant une âme. Avec Descartes, avec Galilée, la physique devient mathématique, et la nature n'est plus un ensemble de qualités, mais elle devient une quantité. Quelque chose qui est quadrillable, qu'on peut s'approprier, c'est-à-dire qu'elle devient une nature objet. Alors, pour illustrer ces deux perspectives, je prends souvent l'exemple d'une conception de la liberté qu'on rattacherait à l'image d'un nageur nageant dans un fleuve. La liberté pour les anciens, ce serait que le nageur nage dans le sens du courant, parce que dans le sens du courant, c'est-à-dire dans le sens de la nature, les mouvements sont plus aisés, et donc cette aisance signifie la liberté. Et on comprend bien cette idée aristotélicienne, stoïcienne, que la liberté repose dans un accord et une bonne connaissance de la nature. Donc nager dans le sens du courant, c'est une manière d'être en accord avec la nature, et c'est une manière de comprendre sa propre liberté comme une aisance dans ses mouvements. Tandis que pour un moderne à partir de Descartes, on pourrait très bien imaginer que le nageur nage dans le fleuve contre le courant. Et nageant contre le courant, il expérimenterait de cette manière-là la puissance de sa volonté, la puissance de la technique, de la science, c'est-à-dire cette manière de s'opposer à la nature et d'essayer de la dominer et de se l'approprier, qui est la marque de la liberté chez les modernes. Alors, pourquoi je pose de manière évidemment trop rapide cette comparaison? Parce que il faut bien comprendre que, même si, comme on le voit à l'écran, il y a évidemment dans l'Antiquité du progrès, du dépassement de soi, jusqu'à la limite et le dépassement de ses limites, il y a des performances, il y a des jeux athlétiques, etc. Pour autant, l'idée de progrès telle que nous la concevons, c'est-à-dire ce progrès infini de l'homme grâce aux sciences, aux techniques, à la volonté, à la raison, etc., n'est pas une valeur dans l'Antiquité. Ce n'est pas quelque chose qui est pensé comme étant une valeur, d'abord parce que le fini prime sur l'infini, comme je l'ai dit à l'instant, et parce que la nature fixe toujours des règles et des limites pour l'être humain. Et donc, cette idée de progrès que nous avons, nous, abondamment cultivée, sur laquelle reposent, pour une part, nos sociétés, nous l'héritons de la modernité, de ces deux séquences de la modernité, le XVIe siècle d'abord avec la révolution copernicienne et puis le XVIIIe avec la philosophie des Lumières. Et véritablement pour nous, l'idée de progrès représente le dépassement à l'infini de ce que nous sommes capables de faire à un instant T. Alors, la troisième thématique, c'est de comprendre en quoi, précisément, le sport de haut niveau est emblématique dans notre société de ce culte de la performance, comment il incarne finalement ce processus de dépassement de soi et de dépassement de ses limites, avec, comme je disais tout à l'heure, cette absence de régulation, cette absence même de questionnement sur le sens de ce dépassement, savoir si finalement il est réellement infini, savoir quel est son prix, c'est-à-dire quel est le prix de l'excellence, quel est le prix du dépassement. Des questionnements, il y en a bien sûr,
mais ils sont finalement très peu travaillés, puisque l'essence du sport de haut niveau repose sur cette idée-là. Et si, eh bien, si on annulait cette idée, si on n'en faisait plus, on va dire, la clé de voûte du sport de haut niveau, ça serait un autre sport, ça serait peut-être après le sport, comme dit Olivier Siros, ce serait une autre manière de penser la compétition sportive, comme mon collègue a montré qu'il y a une autre manière de penser la modernité. Voilà. Alors, c'est une illustration qui est spectaculaire parce que, bien, il ne vous a pas échappé que le sport de haut niveau est hyper médiatisé et que nous avons en quelque sorte sous les yeux quotidiennement ce processus en marche d'amélioration de l'humain. Alors il y a d'autres secteurs de la vie sociale où ce processus est en marche, dans le monde médical, dans le monde militaire bien sûr, mais bien évidemment le monde médical et le monde militaire ne sont pas diffusés dans leur secret de fabrication 24 heures sur 24 comme peut l'être le sport sur certaines chaînes. Donc nous avons sous les yeux ce déroulement d'un processus d'amélioration de l'humain dont le sport de haut niveau est le laboratoire. Alors, ça pose bien évidemment la question du dopage. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a tout amélioré, c'est-à-dire les matériaux, les matériels, les gestuels, les techniques, les manières de s'entraîner, la diététique, le suivi médical, le suivi psychologique, forcément on bute sur une sorte de dernière frontière qui est celle du dopage. Et donc il y a deux échelles pour envisager cette question du dopage. Il y a une échelle qui est celle du sport dans son fonctionnement interne, c'est-à-dire une argumentation qui tourne autour de la question de la tricherie et de la question de la santé des athlètes. Voilà. Alors on voit que cette argumentation peine à se faire valoir, que les moyens pour diverses raisons de lutter contre le dopage ont toujours un peu de retard, toujours un petit peu de cacophonie, toujours un petit peu de contradiction pour ne pas dire beaucoup. Et puis il y a une autre échelle qui est celle de penser le dopage comme un élément de l'histoire de l'amélioration de l'humain. Ce qui ne veut pas dire le défendre, ce qui ne veut pas dire le prôner, mais ce qui veut dire que on peut aussi l'envisager d'un point de vue philosophique comme un processus d'amélioration de l'humain qui n'a pas commencé hier, bien évidemment. Et donc il y a une forme de logique dans le dopage, encore une fois, indépendante d'une considération éthique ou d'une considération médicale, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant me semble-t-il, dans cette révolution du corps, dans cette manière de penser notre corps, de penser qu'on peut produire notre corps, bien, c'est qu'on trouve ce premier volet du sport de haut niveau, qui est très médiatisé, qui est très spectaculaire, qui est un spectacle permanent finalement de cette tentative d'amélioration. Et puis de manière plus diffuse, il y a cette idéologie qui est maintenant familière dans la société, cette idéologie de l'entretien de soi, de la sculpture de soi, qui répond à toutes ces injonctions de bien manger, de faire du sport, de s'entretenir, éventuellement de consommer quelques adjuvants, quelques vitamines, quelques hormones qui peuvent améliorer ce processus-là, jusqu'au fantasme. Le fantasme, c'est quand cette idée de production dérive dans l'irrationnel, c'est-à-dire le désir de contrôle absolu. Contrôle de son corps, contrôle de son vieillissement, contrôle de la naissance,
contrôle de la mort, c'est-à-dire qu'il y a aussi une irrationalité qui est tapie dans ce fantasme d'amélioration et qui réside dans la folie du contrôle, c'est-à-dire tout contrôler, tout maîtriser, être l'auteur de soi-même, être l'auteur de ses enfants en programmant par un quelconque menu génétique les qualités qu'on leur souhaiterait ou les défauts qu'on voudrait leur éviter. Donc forcément que ce processus-là qui nous met en face de notre nouvelle condition corporelle et d'une certaine manière de notre nouvelle responsabilité vis-à-vis du corps et vis-à-vis de la santé peut engager des processus complètement irrationnels, excessifs, concernant les consommations qu'on peut avoir, les pratiques d'excès qu'on peut avoir à l'égard de son corps, les addictions qu'on peut avoir à l'égard de son corps, et donc une manière de ne plus s'arrêter. Et là encore, une manière d'être dans l'illimité. Alors comme on le voit à l'écran, bien sûr, hein, on a chez les culturistes, qui sont par ailleurs des ascètes, hein, qui sont par ailleurs très au fait, très savants sur les choses de leur propre corps, eh bien on a une sorte d'exacerbation de ce processus de la production de soi. Alors on peut aussi qualifier cette diffusion de l'injonction à faire du sport dans notre société de sportivisation. La sportivisation, c'est comment le sport est entré dans nos mœurs, dans nos têtes, dans nos corps, comment l'injonction à bouger est devenue omniprésente. Manger, bouger, on voit le slogan se dérouler sous les publicités pour tel ou tel produit alimentaire, sur telle ou telle chaîne pour enfants. Comment cet activisme kinétique est devenu notre lot quotidien, à tel point, comme on le voit à l'écran, qu'on le retrouve même dans les jeux vidéo qui ont étendu leur public, on va dire leur cible, aussi par ce moyen-là, c'est-à-dire diffuser des jeux, des modalités de contrôle qui permettent aux gens de lutter contre l'obésité, de s'entraîner chez eux, de vérifier leur forme. C'est exactement dans le même esprit que sont conçus les objets connectés, c'est-à-dire une manière d'introduire ce contrôle dans la vie quotidienne en comptant son nombre de pas par jour, en vérifiant sa tension, son rythme cardiaque, combien de fois on a couru, combien de fois on a fait du vélo, etc. Hein, c'est une manière finalement de responsabiliser en instaurant toujours plus de contrôle et de fantasmes de contrôle, et donc aussi, comme on va le voir ici, des formes de culpabilité. Voilà. L'un des corollaires de la responsabilité, c'est toujours la culpabilité. Or, si nous avons à notre disposition tellement d'informations, tellement de recommandations, tellement de pouvoirs techniques sur notre corps, tellement de moyens de nous entretenir, d'être en bonne santé, de bien manger, etc., bien le résultat, c'est que également nous culpabilisons si par malheur la maladie ou la mort viennent entraver ce processus et contredire ce fantasme. Alors on voit à l'écran cette jeune américaine qui a posté sur son blog cette image d'elle avec ses 3 petits-enfants en bas âge qu'elle a donc eu, on l'imagine, de manière assez rapprochée, et qui, avec son corps parfait, nous dit vous n'avez aucune excuse. Vous n'avez aucune excuse parce que vous vivez dans cette société qui a tellement de moyens pour améliorer le corps et la performance, vous êtes tellement informés et tellement responsabilisés que si ça ne se produit pas comme on vous l'indique, eh bien, ça ne peut être que de votre faute. Voilà. Et donc, on voit, corollaire de ce néo-hygiénisme, eh bien, poindre une néo-culpabilité. Nous nous sentons responsables de nos maladies, de nos méformes, de nos baisses d'activité ou de performance, de notre vieillissement, etc.
Alors, dans le registre du vieillissement, il y a, pour illustrer ce que je disais au début, d'une mutation anthropologique, alors on voit à l'écran quelqu'un exceptionnel, bon, à tous les sens du terme. Voilà, c'est un centenaire, il a couru des marathons, il continue à courir des 10 km, etc. Bon, c'est évidemment tout à fait exceptionnel. Néanmoins, dans un certain nombre de sports aujourd'hui, on a vu ces dernières années, les catégories d'âge se multiplier, au-delà de 60 ans notamment. Plus de 70 ans, plus de 75, plus de 80, plus de 100. C'est-à-dire qu'en athlétisme, on a, preuve en est à l'écran, une catégorie qui répertorie les performances des plus de 100 ans, comme on a eu un cycliste qui, à plus de 100 ans, a battu le record de l'heure des plus de 100 ans, bien sûr. Voilà. Et finalement, ce qui est exceptionnel le devient de moins en moins. C'est-à-dire que dans ces compétitions-là, en natation, en tennis, en athlétisme, des sports qu'on peut malgré tout pratiquer assez longtemps dans sa vie, eh bien, on voit des participants. Il y a ces participants-là qui font des compétitions et qui continuent à envisager la performance dans ces catégories d'âge. Donc ça permet d'évoquer un nouvel imaginaire du vieillir, alors qu'il y a plein de répercussions, bien sûr, économiques, voilà, en termes de marché, en termes de, voilà, pour les fédérations sportives, etc., mais qui est aussi un indicateur. Voilà. C'est quelque chose qui était proprement impensable au début du XXe siècle. Voilà. C'était tout simplement impensable. Et aujourd'hui, de temps à autre, on voit dans la presse, voilà, tel athlète de plus de 80 ans, tel cycliste de plus de 100 ans, etc., etc. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de notre imaginaire et qui montre que cette tendance, effectivement, elle est tout à fait inédite. Alors, ces nouvelles représentations et ces nouveaux imaginaires, on les retrouve aussi dans le domaine sportif au travers des questions posées par les prothèses. Voilà. Alors on a à l'écran deux personnes. La première, c'est Oscar Pistorius, malheureusement plus connu aujourd'hui pour le fait divers que pour ses performances sportives. Alors il faut se souvenir que avant les Jeux Olympiques de Pékin, donc en 2008, Oscar Pistorius avait demandé à participer aux compétitions des valides sur la distance du 400 mètres, pour autant qu'il était capable de réaliser les minima. Alors il y a eu un vaste débat, puisque dans un premier temps ça lui a été refusé. On a dit que ces prothèses constituaient un avantage. C'est extraordinaire ça, d'évoquer un avantage dans le monde du sport de haut niveau, où toute la recherche et l'innovation en termes de matériel a pour but de créer des avantages. Quel était cet avantage-là qui ne pouvait pas rentrer dans la même catégorie ou dans le même registre que les autres avantages que procure un guidon profilé ou un casque ou combinaison de natation, etc. C'est un formidable problème philosophique que de se demander qu'est-ce que c'est qu'un avantage dans cet univers-là. Alors il y avait des tas de raisons scientifiques et biomécaniques en particulier. Toujours est-il que dans un deuxième temps, l'autorisation lui a été accordée. Il n'a pas réalisé les minima, donc à Pékin, il a concouru avec les handicapés. Mais à Londres, il a concouru dans les deux catégories. C'est-à-dire que c'est le premier athlète dans l'histoire du sport à avoir obtenu une médaille avec les valides en tant que relayeur du relais 4x400 mètres sud-africain et une médaille avec plusieurs médailles même dans le handisport. Donc ça c'est évidemment c'est une source de questionnement. Alors
Le handicap de Pistorius est le même que celui de Aimée Mullins. Alors Aimée Mullins, c'est la jeune femme. Ça a été une athlète elle aussi. Et aujourd'hui, c'est une mannequin. Donc elle est l'égérie de marque de mode. Et elle explique sur son site internet que vous pouvez trouver en anglais, elle explique que elle ne se considère pas du tout comme handicapée, qu'elle a une douzaine de paires de prothèses à sa disposition pour les occasions où elle a besoin d'être en talons, en chaussures de sport, etc. Voilà, c'est un mode de vie qui fait réfléchir différemment sur le statut de la prothèse, sur le statut du handicap et sur le statut de ces individus dont on peut parfois être amené à penser qu'ils sont augmentés. Certains chercheurs prédisent aujourd'hui que, voilà, dans 50 ou 70 ans, le corps performant sera celui-ci, et puis le corps handicapé sera ce qu'on appellerait aujourd'hui le corps naturel. Voilà. Donc ça induit de nouveaux questionnements. Alors pour le sport, ça pose des problèmes qui sont pas encore résolus parce que Pistorius n'est plus le seul aujourd'hui à concourir avec ses prothèses. Il y a un sauteur en longueur allemand qui a été champion d'Allemagne avec une prothèse et auquel on a interdit 3 semaines plus tard de participer au championnat d'Europe parce qu'on disait qu'il avait un avantage. Donc ça, évidemment, ça dérègle complètement l'univers très réglementaire du sport et les catégories très conservatrices du sport de compétition. En tout cas, ça interroge sur qu'est-ce que c'est qu'un corps naturel. Et est-ce qu'on n'a jamais su ce que c'était qu'un corps naturel? Voilà. Et en particulier, depuis la grande vague du 19e siècle qui a vu se diffuser très largement la pratique de l'autopsie, de la dissection, de l'ouverture du corps, de la réparation du corps, de l'interchangeabilité des organes, etc., on est finalement de plus en plus en doute sur cette définition du corps naturel et donc en doute sur les contours de l'identité humaine. Autrefois, c'était assez simple puisque l'identité humaine était à peu près superposable au corps naturel, justement, au corps de naissance. Aujourd'hui, cette identité humaine, elle peut avoir affaire à un corps qui est multiplement réparé, greffé, équipé de prothèses, etc. Alors, Oscar Pistorius a posé la question, permis de poser la question du statut des exosquelettes, en particulier dans le sport. Est-ce qu'on est dans le registre de la réparation, puisqu'il est handicapé? Est-ce qu'on est dans le registre de l'amélioration, puisqu'on dit que ces prothèses de jambes lui permettent, par exemple, dans le cadre d'un 400 mètres, de courir le deuxième 200 mètres aussi vite que le premier, ce qui se fait rarement avec des jambes valides? Ou alors, est-ce qu'on doit évoquer un dopage technologique à propos de toutes ces prothèses de jambes, de bras ou autres qui sont en train de se développer? Alors, plus largement, et là aussi ça me semble intéressant, le cas Pistorius pose la question très générale de notre hybridation avec la technique, avec l'objet technique. Est-ce que nous ne sommes pas déjà tous hybridés? Parce que reliés aux oreillettes de notre téléphone, reliés à notre ordinateur, reliés au volant de notre voiture, reliés à des interrupteurs, à tous ces objets qui environnent notre quotidien et qui modifient, encore une fois, cette définition qu'on pourrait donner du corps naturel. Voilà. L'hybridation de demain, et même déjà d'aujourd'hui, c'est une hybridation à partir d'implants, de puces électroniques, de patchs, de ces exosquelettes qui par ailleurs sont déjà utilisés dans l'armée. Les exosquelettes sont déjà utilisés dans l'armée parce qu'ils permettent de courir plus longtemps avec des charges lourdes sans ressentir la fatigue, la pénibilité. Voilà. Donc ça pose la question de ce corps naturel et de notre hybridation à tous, finalement, avec l'objet technique. Hybridation, ça ne veut pas dire simplement dépendance.
ni même aliénation. Hybridation, ça veut dire que nous pensons un certain nombre de choses, c'est-à-dire nos apprentissages, la manière dont notre cognition s'organise depuis le plus jeune âge, liée à l'objet technique. Voilà. L'objet technique modifie non pas simplement notre rapport de dépendance au sens où quand il n'y a plus d'électricité on est un petit peu perdu, mais modifie aussi les manières dont nos capacités cognitives, nos capacités d'attention se modifient, et évidemment nos capacités corporelles à partir de ces objets. Bien évidemment, quand on regarde des enfants très petits qui manient déjà des tablettes, par exemple, ou des ordinateurs, on voit bien qu'on a basculé dans des configurations cognitives qui sont différentes. Et rien ne sert de dire qu'elles sont aliénantes ou qu'elles sont des déperditions de connaissances. Elles sont tout à fait autre chose. Hein, elles sont des approches cognitives tout à fait différentes. Alors, on peut aussi avoir des approches tout à fait différentes de la course à pied, de la natation, du tir ou d'activités de ce type-là, dans le cadre d'une situation de handicap. Alors, le sport n'en a pas fini avec toutes les questions que vont poser dans les années à venir et que posent déjà les exosquelettes, c'est-à-dire les prothèses. Pour l'instant, à part ce sauteur en longueur allemand qui a été champion d'Allemagne et dont on n'a pas su quoi faire puisqu'on lui a interdit ensuite de participer au championnat d'Europe, on n'a pas vu sur des courses ou sur du saut en hauteur, puisqu'on avait eu à un moment donné un athlète équipé de prothèses qui faisait des performances en saut en hauteur très, très impressionnantes. On n'a pas vu des gens dans les catégories où a couru Pistorius qui battent les records des valides avec des prothèses. Mais ça va arriver. Voilà. Donc quand ça va arriver, là encore, il va falloir s'appliquer à définir ce qu'on appelle du dopage, ce qu'on appelle une catégorie, ce qu'on appelle du handisport, ce qu'on appelle la validité. Il y a tout un brouillage des catégories actuelles qui va s'opérer à ce moment-là. Est-ce que l'handicap peut devenir un avantage ? Voilà, ça fait partie des questions que le sport a à se poser, sur lesquelles il va avoir à légiférer, hein, et des manières aussi dont il a à repenser un certain nombre de ces catégories traditionnelles, on va dire. Alors, sur le fond, ces questions-là ne se posent pas simplement à l'occasion de la prothèse ou à l'observation de la prothèse. La prothèse, elle est plus spectaculaire. Bon. Elle est plus spectaculaire et puis elle interroge l'intuitif. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un équipé de prothèse, intuitivement on se dit ça n'est plus un corps naturel, ou en tout cas ça n'est plus une performance qui pourrait référer, si on parle de la course à pied, à quelque chose de naturel. On se pose moins la question quand on voit un certain nombre de matériel sportif, mais néanmoins, on se l'est posé à l'occasion de la diffusion de ces combinaisons de natation, il y a 4 ou 5 ans, dont l'amélioration des matériaux, de la flottabilité, faisait que pratiquement certains nageurs n'avaient plus besoin de faire de battements de pied. Voilà. Donc ça modifiait la nage, ça modifiait même la natation. On aurait pu imaginer que si on n'avait pas légiféré, ces combinaisons aient fini par s'étendre entre les doigts, comme des palmes, les doigts des mains, les doigts des pieds. Donc là encore, le sport a été sommé de réagir. Il l'a fait qu'un peu de retard. Donc en 6 mois, on n'a jamais eu autant de records du monde qui ont été battus dans ce sport-là, la natation. Et on voit bien là que cette hybridation ou cette fusion consubstantielle du corps sportif avec l'artifice technique, eh bien cette question-là se pose presque à l'occasion de tous les objets, à propos de tous les objets que nous utilisons, hein, dans ce but de performance. Alors, la combinaison de natation, c'est une forme de prothèse.
C'est pas n'importe quelle combinaison de natation, c'est une combinaison de natation qu'on met 45 minutes à enfiler, qu'on déchire avec un tout petit coup d'ongle. Voilà, c'est un prototype, c'est quelque chose qui est comparable aux combinaisons qu'enfilent les skieurs de vitesse, ceux qui vont à 200 en ligne droite sur les pistes de ski. Hein, c'est le même type de matériaux. Alors pour terminer, je voulais évoquer une autre forme de performance, et puis en lien avec les lieux aussi, et le travail de Florence Lafont. En matière d'art, puisqu'il est question d'art ici, on a un type de performance, de body art, qui pose la question de la production. Je suis l'auteur de ce que mon corps ressent, supporte, souffre, etc. Ou de la négation, puisque je refuse les limites de la douleur, je refuse ce que mon corps peut me dire. Alors je précise que Stellar, qui est un artiste australien, fait cette suspension avec des crochets qui sont insérés dans son corps, et cette suspension peut durer 7 jours. Voilà. Alors, production de soi, au sens où je maîtrise les paramètres. Effectivement, là, il les maîtrise. Négation, au sens où je nie complètement les limites ordinaires qu'on peut supposer de la douleur, du ressenti, etc. Ou dénaturation. Alors, que veut dire ici dénaturation? Ça veut dire que l'artiste, et il n'est pas le seul dans ce registre-là, refuse précisément les limites et les délimitations du corps naturel tel qu'on l'entend habituellement. Alors, on a une autre artiste qui est dans ce registre-là, c'est Orlan, que vous avez peut-être déjà vu, avec ces petites cornes en plastique insérées tout autour de son visage, ces petites crêtes qu'elle s'est fait insérer sous la peau, de manière précisément à modifier, alors comment dire, étendre, déformer, dénaturer, augmenter, distendre les limites naturelles du corps. Voilà. Donc on est bien là dans un processus qui pose question de ces 3 points de vue-là. Production parce que je maîtrise les paramètres, négation parce que je ne veux pas entendre d'une certaine façon ce que me dit mon corps naturel, je veux le dépasser, et puis dénaturation parce que je veux travailler et transformer la notion de limite. Voilà, c'est sur la notion de limite que travaillent ces artistes-là. Alors, on voit ici que Stellar s'est greffé une oreille qui fonctionne. Je vous dirai pas en détail comment, mais elle interagit avec, elle interagit avec un public, parce que l'idée des appareils qu'il se greffe ou qu'il ingère, c'est aussi de pouvoir interagir avec le public qui vient le voir ou qui parfois participe à ces performances dans différents endroits du monde. C'est comme ça qu'un certain public pouvait à un moment donné télécommander un objet qu'il avait ingéré. Il a d'ailleurs failli en mourir. Donc il y a ce besoin d'interagir et de montrer que cette limite habituelle qu'on a entre mon corps et les autres n'est plus valable à ses yeux, n'est plus valide. Il la remet en question. Voilà. Il y a une sorte de fusion, de perméabilité, encore une fois, de transformation, de transnaturation qui est au cœur de son travail. Alors on le voit ici avec sa 3e main, qui fonctionne aussi. Voilà, dont on peut imaginer qu'elle soit aussi une forme d'exosquelette sportif, pourquoi pas. Voilà. Le jour où dans un sport quelconque, un athlète arrivera avec une prothèse de ce type-là, il faudra très vite trouver une législation pour
l'autoriser ou l'interdire. Voilà. Pour l'instant, ça ne s'est pas produit, puisque les athlètes équipés de prothèses aujourd'hui dans le sport sont des athlètes qui, préalablement, étaient en situation de handicap. Mais on peut très bien imaginer que des athlètes qui ne sont pas préalablement en situation de handicap aient l'idée d'utiliser des prothèses pour augmenter leur performance. Alors, j'en viens à ma conclusion. Plutarque expose, dans un ouvrage qui s'appelle « Vie de Thésée », le paradoxe d'un bateau indéfiniment réparé et dont plus aucune pièce n'est d'origine. Et le paradoxe, c'est donc, ce bateau est-il encore celui de Thésée? Qu'est-ce qui en fait son identité pérenne? Est-il un autre? On peut dire que même si le corps humain est soumis intrinsèquement à ce même questionnement de par sa nature biologique, et notamment de par ce remplacement des cellules qu'on appelle l'apoptose biologique, force est de constater que ce qu'on appellera le corps ouvert de la médecine moderne et le remplacement des organes accroissent l'acuité, l'urgence de cette question. L'investigation savante conforte le matérialisme qui entérine à son tour la réification du corps. Que veut dire la réification du corps? Ça veut dire qu'on considère le corps comme une chose, éventuellement comme un instrument. Par là, la question du dépassement de soi ou de l'amélioration de l'humain apparaît comme une question technique et celle de la définition de l'identité humaine apparaît corollaire de la perméabilité du corps humain à l'artifice. La question de l'identité humaine aujourd'hui repose sur ce constat et cette question posée par la perméabilité du corps humain à l'artifice technique. Emblématique du culte de la performance, le sport de haut niveau met en scène ces questionnements. Le corps bolide y est travaillé comme un objet, optimisé, technicisé. Le dopage laisse deviner ces formes nouvelles, génétique, nanotechnologie, exosquelette. C'est en cela qu'il intéresse le champ philosophique et éthique, à la fois par ce qu'il révèle et par ce qu'il préfigure. Je vous remercie, j'ai terminé. Le micro est à votre disposition. Je suis surpris que vous n'ayez pas parlé d'argent en ce qui concerne les professionnels ou les sportifs de haut niveau. Est-ce que ça n'est pas, à un moment donné, une façon de se surpasser qui n'est pas du tout naturelle, mais qui répond à quelque chose de moins noble? Et puis la deuxième question, est-ce que la morale ne doit pas intervenir sur les entraînements que l'on a connus dans certaines époques? Je pense à la petite, quand je dis petite parce qu'elle était petite mais grande dans le talent, la petite Comaneci à l'époque de la Roumanie. Et est-ce que ces pratiques sont encore utilisées, à savoir empêcher la croissance de jeunes enfants pour pouvoir justement faire des performances sans limite, au point que cette Comaneci avait eu 10 dans toutes les disciplines? Oui, bien sûr, merci pour votre question. Alors d'abord, sur la question de l'argent, bien évidemment que le sport professionnel est
conditionnés par l'argent, en partie. Tous les sports ne sont pas à égalité devant l'argent, et finalement, le monde des sports qui sont vraiment conditionnés par l'argent et dans lesquels on gagne beaucoup d'argent est finalement assez restreint. Mais on observe du dopage dans des sports où il n'y a pas d'argent et où il y a traditionnellement pas d'argent. Bon, je pense à l'athlétisme. Oui, il n'y a pas beaucoup d'argent dans l'athlétisme au regard d'autres sports, mais je pense surtout à l'haltérophilie. Voilà. C'est un processus aussi de recherche de performance qui amène, alors peut-être plus dans certains sports que dans d'autres, mais à avoir recours au dopage. Voilà. L'argent n'est pas la seule condition du dopage. Il accroît la pression, il fait que dans certains sports, je pense au football par exemple, on soit tenu de faire un nombre de matchs par an quand on est un footballeur professionnel, très au-delà de ce que, on va dire, une constitution normale pourrait supporter, d'où effectivement le dopage, ou quand on court le Tour de France, bon, avec une certaine moyenne journalière. Mais il y a du dopage dans des sports où il y a pas du tout d'argent. Voilà. Et par ailleurs, il y a aussi une attitude dopante, alors qui n'est pas du dopage au sens strict, une attitude dopante, c'est-à-dire une dépendance à cette idée que je suis plus performant quand je consomme quelque chose, qui touche la société tout entière, au point qu'on parle parfois d'une société dopée. On le voit commencer dans la publicité. N'importe quel produit alimentaire, parfois même d'hygiène, est vanté pour ses qualités d'amélioration de votre performance quotidienne, est vanté pour ses adjuvants, sa teneur en vitamines. Voilà, donc on a quand même ce discours assez global qui nous habitue de manière très diffuse à cette idée que pour être performant à notre échelle, c'est-à-dire aller travailler le matin, parler en public, faire une journée de travail un peu longue, etc., on a besoin d'un recours à de la vitamine à l'hormone de croissance. On a beaucoup de choses qui sont sur le marché qui permettent de participer, on va dire, de cette idéologie. Donc le dopage, pour résumer, ne concerne pas que les sports où il y a le plus d'argent, il ne concerne même pas que les sports professionnels ou de haut niveau, il y a un dopage amateur très très important, et puis il concerne aussi la société tout entière dans ses attitudes de recherche constante d'amélioration. On parle beaucoup du dopage des sportifs, et jamais du dopage des artistes, des chanteurs, du showbiz, voilà, des militaires, des hommes politiques, des traders. Enfin, voilà, il y a un dopage social abondamment pratiqué en fonction des professions, des nécessités et des produits auxquels on a accès. Mais voilà, le sport de haut niveau, c'est une partie émergée d'un iceberg qui est bien plus large, bien plus diffus dans la société. Alors pourquoi on ne parle que du sport de haut niveau en termes de dopage ? C'est une autre question. Sur la deuxième chose que vous avez dite et que je partage tout à fait, alors autant on parle beaucoup du dopage, autant on ne parle jamais de cette question qui me semble tout aussi cruciale, qui est celle de la précocité des athlètes. Voilà. Il n'y a pas de droit de l'enfant dans le sport. Il y en a un dans les activités de cinéma ou de publicité. Il n'y a pas de droit de l'enfant dans le sport spécifique par rapport à celui des adultes. Voilà. Donc il y a effectivement dans certains sports à grande précocité, vous citez la gymnastique, on pourrait citer aussi le patinage artistique. Je lisais dans la presse d'aujourd'hui que la championne de Corée du Sud de patinage artistique, toute catégorie, à 11 ans, qu'elle sera même pas assez âgée pour participer aux Jeux Olympiques qui viendront. La gymnastique, le patinage artistique, le tennis, ce sont des sports à très grande précocité où on observe quasiment pas de limite en termes de recrutement, d'intensité de l'entraînement, et je dirais même dans ces sports-là qui sont de surcroît des sports individuels, de désocialisation. Alors je donne souvent l'exemple, et finalement l'histoire a quand même donné raison aux gens qui critiquaient cette situation, et je dirais malheureusement, de ce petit Américain qui a été recruté en Île-de-France dans l'académie de Mouratoglou à 4 ans.
Voilà. Ses parents ont déménagé des États-Unis parce que, paraît-il, aucune académie ne voulait l'accueillir. Donc il est venu en France, s'entraîner 2 heures par jour à l'âge de 4 ans. Alors dans des conditions qui font que ses parents ont quitté leur travail, que ses parents ont fini par se séparer, que lui-même a fini, il a aujourd'hui je crois 12 ou 13 ans, par abandonner le tennis. Voilà. Donc ça c'est nos limites dans certains sports où les parents ont d'une certaine manière un rôle de gourou. Voilà. Alors il y a d'autres sports, c'est pas le cas. Vous pouvez pas démarrer, vous pouvez pas, si vous êtes un petit rugbyman de 4 ans, jouer dans une catégorie 13 ans. Ça c'est pas possible. C'est pas possible non plus en judo. Il y a des sports qui ont des modes de régulation par catégorie d'âge ou par poids qui empêchent ça. Mais il y a des sports où les catégories d'âge, vous les traversez finalement assez facilement. Voilà. Et donc on aboutit à ces phénomènes de précocité. Par ailleurs, le sport, c'est une activité concurrentielle tout à fait mondialisée. Le jour où on régule pour soi ses pratiques, ses modes de faire, eh ben on cesse d'être compétitif. C'est ce que se disent toutes les académies, les pôles, comme l'INSEP ou autres, qui entraînent les sportifs de haut niveau. Si vous voulez être compétitif, il faut faire mieux et plus que les autres. Donc ça me paraît être une vraie question, parce que d'abord, on n'en parle jamais. Ensuite, il n'y a pas de droit qui régule ça. On parle de temps à autre d'un fait divers qui a vraiment versé dans l'excès à propos d'un enfant champion, mais la plupart du temps, on ne le sait pas. On pense que c'est toujours chez les autres. Hein, on parle des académies chinoises ou d'ex-Europe de l'Est, etc. Mais il y a les mêmes, dans certains sports, il y a les mêmes chez nous, il y a les mêmes aux États-Unis. Voilà, ce qui régit ces fonctionnements-là, c'est la concurrence. Alors, il y a évidemment des choses très spectaculaires. Le médecin allemand d'Allemagne de l'Est qui a par la suite, après la chute du mur, fait des révélations sur le sport d'Allemagne de l'Est, a produit ce chiffre complètement sidérant de 350 invalides pour une médaille olympique. Voilà. En termes de dopage, d'enfants cassés physiquement, voilà. Donc, mais ça, on n'en parle pas parce que encore une fois, le sport de haut niveau ne peut fonctionner pour rester de haut niveau que selon ce principe de concurrence absolue et d'amélioration absolue. Quand vous allez aujourd'hui à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et la performance, voir comment s'entraînent les sportifs de haut niveau, vous avez l'impression d'être à la NASA, parce que absolument tout est calculé en termes d'énergie, d'aérodynamisme, d'hydrodynamisme, etc. Voilà. Donc c'est un vrai problème, la précocité et le statut des enfants dans le sport de haut niveau. Bonjour. Est-ce que c'est pas tout simplement le propre de l'homme que de chercher cette hyper-performance, cette amélioration? Vous disiez que l'amélioration, elle était dans le sport, ou dans la recherche du sport de compétition. Mais si je regarde un jogger le dimanche, il est très content d'avoir couru le même parcours que la semaine d'avant, 2 minutes de moins, ou d'avoir fait 4 km de plus. Et pour une salle du 3e âge, le Viagra n'est jamais que l'utilisation ou l'amélioration de certaines performances. Je veux dire, j'ai pas l'impression que ce soit ni nouveau, ni spécifique à la pratique sportive. Ce qui est spécifique à la pratique sportive de haut niveau, c'est la spectacularisation et l'extrémisation de ce phénomène-là. Mais vous avez raison, le jogger du dimanche ou la personne qui va dans une salle de fitness pour s'entretenir, elle est bardée d'écrans, de cadrans, et elle vérifie que c'est mieux qu'hier ou que la semaine dernière. Le dépassement de soi n'est pas propre au sport de haut niveau. Mais le sport de haut niveau exemplifie et met en scène une forme extrême du dépassement de soi qui précisément nous apprend des choses sur nos fonctionnements. Alors maintenant, c'est pas non plus le propre de toutes les activités. Si vous traitez une classe dans une école de la même manière que vous traitez un groupe dans une académie sportive, en termes de respect des individus, d'autorité, vous tenez une journée. Personne n'accepterait ça dans un autre univers. Ces modes de faire, cette relation très particulière entre l'entraîneur et l'entraîné,
cette extrémisation constante, cette manière d'être toujours à la limite de la souffrance, au-delà de la souffrance, à la limite de la douleur, dans la douleur, etc. Et de se dire quand quelqu'un est cassé, tant pis, je passerai à un autre. Ça, c'est très propre, malgré tout, à des parcours d'excellence. Voilà. Alors, ces parcours d'excellence, il y a le sport, il y a la danse, voilà, il y a la musique, bon, qui sont un peu confrontés à ces mêmes problématiques d'excellence avec la précocité, déssocialisation. Quand on voit s'entraîner les petits rats de l'Opéra de Paris, il y a eu certains films, documentaires ou autres qui ont été faits, ça tique un peu. On a l'impression de voir les petits tennismen chez Bollettieri, où on sent qu'il y a quand même beaucoup de douleur, quoi. Donc ça interroge sur la responsabilité de l'adulte et surtout sur le prix de l'excellence. Parce que on pourra répondre qu'il n'y a pas 36 manières d'être le meilleur. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème éthique au cœur du sport. Il n'y a pas 36 manières d'être le meilleur. Il faut être le plus doué, déjà au départ, et ensuite il faut faire toujours plus que les autres. Voilà. Et avoir un peu de chance et ne pas casser sa santé. Donc une fois qu'on a dit ça, trop n'est jamais assez. Voilà, c'est la ligne de conduite du sport de haut niveau. Donc vous avez raison, le dépassement de soi n'est pas le propre du sport de haut niveau. Le sport de haut niveau est emblématique néanmoins du dépassement de soi, il en montre une forme exacerbée, mais le dépassement de soi, on le trouve. Quand vous avez des adultes qui démarrent la course à pied à 30 ans pour se remettre un petit peu en forme, et puis qui à 40 font des semi-marathons, et puis ensuite se lancent dans le triathlon, ou les ultra-trails, ou le marathon, bien que la dynamique du dépassement de soi et de l'addiction même parfois, elle est en marche. Donc forcément, oui, ça existe. Et, si vous voulez, c'est pas faux de dire que c'est le propre de l'homme, mais c'est trop général. Il y a des activités et des contextes où ce dépassement de soi et ce processus d'amélioration est quand même régulé pour diverses raisons. Dans le sport de haut niveau, il ne l'est pas, parce que le sport de haut niveau est fondé là-dessus. Voilà. Donc déjà, merci pour votre exposé. Donc déjà, je voulais juste faire remarquer, parce que je crois que vous en avez parlé, mais j'ai eu l'impression que quand vous parliez des objets connectés et principalement de comment c'était censé aider à la santé et ainsi de suite, ainsi que des exosquelettes, j'ai eu l'impression que vous en disiez que c'était principalement pour les athlètes, pour l'armée, ce genre de choses. Alors je voulais juste faire remarquer que c'est quelque chose qui est disponible. C'est un peu cher, mais par exemple, des chaussures qui supportent à votre place 90% de votre poids, ça coûte environ 200 €. Donc, je voulais d'abord faire remarquer ça, et ensuite, la question à la base, ça n'a rien à voir, c'était qu'est-ce qui est considéré comme un équipement au niveau du sport, du haut niveau? Est-ce qu'un troisième bras, ça compte comme de l'équipement? Alors, merci pour vos questions. Bien sûr, les objets connectés sont en vente pour tous. Et participe de cette sportivisation, on va dire, des mœurs et des corps, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, à la fois on peut tout mesurer, on peut tout quantifier, on peut se sentir sportif parce qu'on a marché 10 000 pas dans la journée, donc c'est tout un chacun qui est incité à ça. Hein, c'est tout un chacun, en quelque sorte, par résonance aussi, avec une forme de modèle ou de spectacularisation qui est fournie par le sport de haut niveau. Mais c'est vrai que ce processus-là, il travaille la société indépendamment aussi du sport de haut niveau. Hein, l'idée d'entretenir sa santé, elle est quand même aujourd'hui chevillée aux valeurs qu'on a dans notre société, aux injonctions qu'on a, et les objets connectés en font partie. D'ailleurs, les objets connectés sont de plus en plus, ou vont être de plus en plus utilisés dans le registre médical, c'est-à-dire pour faire des relais d'informations. Alors, comme toujours, il y a la médaille et son revers. Hein, voilà, il y a la capacité à contrôler, et puis la capacité à contrôler permet aussi de surveiller. Bon, voilà. Et dans la surveillance elle-même, il y a du bien et du moins bien. Donc là, vous avez raison. L'équipement. Alors ça, c'est une vraie question aussi. Souvent, dans la problématique du dopage, on entend
on veut un sport propre et on veut un sport naturel. Et moi, j'ai toujours tiqué sur cette appellation de sport naturel, parce qu'au sens strict, un sport naturel, je ne sais pas ce que c'est. Je suis même pas sûre que courir tout nu sur une plage, ça soit un sport naturel, parce qu'on a appris à courir, parce qu'on a une certaine forme de diététique, parce qu'on vit dans un univers humain, etc. Et si vraiment on prend à la source l'opposition entre nature et culture, ou entre nature et artifice, on a bien du mal à trouver ce qui, dans le sport, en particulier dans le sport moderne tel qu'il a évolué, pourrait être strictement naturel. Voilà. Les chaussures, c'est pas naturel, un ballon, c'est pas naturel, des lignes de nage dans une piscine, c'est pas naturel, les stades, les gymnases, les piscines, tout ça n'a rien de naturel, c'est de l'artifice. Les nageurs vous expliqueront qu'en fonction de la largeur des lignes d'eau et de si on admet des compétiteurs aux extrêmes, ça change toute la nage des autres. Enfin, tout est hyper technique. Voilà. Donc tout est hyper technique, c'est-à-dire tout est hyper culturel dans cette opposition nature-culture et du naturel strict. Voilà. Alors maintenant, la question que vous posez, c'est-à-dire de savoir si on inclut la prothèse dans de l'équipement, c'est encore autre chose. Pour l'instant, on l'a envisagé comme une forme de dopage technologique, c'est tout ce qu'on a pu dire. Et on a soigneusement régulé les formes d'exosquelettes qui pouvaient modifier trop la performance. Bon, je pense à certaines tentatives qui ont été faites dans le cyclisme, il y a des selles de vélo qui ont été refusées à une certaine époque, il y a des roues aussi, des formes de roues qui ont été refusées. Dans le tennis, il y a eu très brièvement une triple ou une quadruple épaisseur de cordage qui donnait des effets complètement insensés à la balle, ça a été refusé au bout de quelques mois. Donc ça, ce sont des expérimentations prothétiques, d'une certaine manière, de l'équipement. Voilà. Alors, après, il y a la prothèse directement greffée sur le corps. Voilà. Donc pour l'instant, elle est en phase d'observation et de tentative de réglementation. Mais très vite, on va avoir des prothèses qui accroissent les performances, etc. Et des nanotechnologies qui régulent les mécanismes physiologiques du corps aussi. Ouais. Oui, vous avez situé, à un moment donné, celui-là, vous avez situé le basculement dans le sport moderne avec Descartes et le basculement du regard de l'être humain sur la nature qui change. Il y a le côté limité et illimité, puis il y a aussi le fameux maître et possesseur de la nature. Tout d'un coup, là, l'être humain change de regard sur la nature. Donc, il y a un processus qui se met en place qui fait que le sport et le corps, bon voilà, ça se modifie. Est-ce que ce qui est en train de se passer, me semble-t-il, là, c'est à nouveau, on revient sur un autre regard sur la nature, là, ces derniers temps, me semble-t-il, dans l'évolution. On s'aperçoit que la nature, on peut pas tant la maîtriser que ça, et que donc, elle est peut-être aussi puissante, plus forte que nous, enfin, je sais pas. On est en train de rechanger à nouveau notre regard sur la nature, ces derniers temps. Est-ce que ça va pas nous faire changer aussi de regard sur notre corps? Est-ce que ça si, bien sûr, vous avez raison. Alors, le phénomène que j'ai situé à partir de Descartes et puis dans un deuxième temps à partir du 18e, c'est celui de la modernité dans l'histoire des idées. Le sport moderne, c'est milieu du 19e. Là, c'est encore plus récent. Alors, pour répondre à votre question, il y a une idée qui est tout à fait clé dans la philosophie des Lumières. En particulier sous la plume de Rousseau, c'est l'idée de perfectibilité. Bon. Cette idée-là, elle apparaît au XVIIIe siècle, la perfectibilité de l'homme, elle n'existe pas avant. Et elle est débattue à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, entre tout un tas d'auteurs, Rousseau étant le seul à dire la perfectibilité, en réalité, c'est une transformabilité qui peut aller autant vers le bien que vers le mal. C'est-à-dire que l'homme peut aussi se dégrader. Bon. Mais beaucoup de ses contemporains vont construire sur cette idée de perfectibilité leur croyance dans l'idée de progrès infini de l'homme. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui caractérise la modernité, cet essor de l'idée de perfectibilité telle que nous l'avons portée jusqu'à aujourd'hui. Alors ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est que l'histoire des idées, comme l'histoire du sport, comme toutes les histoires, c'est souvent un mouvement de balancier. Voilà. Et donc aujourd'hui, la réflexion globale que nous avons sur le progrès, du point de vue de l'environnement,
des techniques, de l'alimentation, etc., amène à des nouveaux regards sur la nature. Question de droit de la nature, question de droit des animaux, etc. En matière de corps et de sport, c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des disciplines de méditation, des disciplines de gymnastique douce refont l'ont déjà fait, mais refont leur apparition avec une nouvelle légitimité. La performance à tout prix est critiquée dans ce contexte-là par les gens qui promeuvent ces disciplines-là. Donc tout à fait. Et avec ces disciplines-là, quand j'abandonne la performance à tout prix et que je reprends un peu conscience de moi, conscience de mon corps, j'ai un nouveau regard sur la nature, sur les éléments. Si vous voulez, c'est lié et ça fait effectivement partie des idées qui se développent aujourd'hui, qui connaissent du succès aujourd'hui. Ouais. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des études sur le nombre de jeunes qui font partie de ce qu'on appelle le sport de haut niveau? Donc on sait que le nombre de licenciés dans le sport de masse baisse, mais est-ce qu'il y a de plus en plus de candidats, ou est-ce que ça stagne, ou est-ce que ça baisse, en fonction de tout ce qu'on vient d'évoquer en fait? Est-ce qu'il y a des études de fait là-dessus, en tout cas en France? Alors, toutes les fédérations ont des registres parce que le sportif de haut niveau, c'est un statut national, voilà, qui vous donne à vie un certain nombre de droits nichés de part et d'autre dans le passage des examens, etc. Bon, c'est un statut, et sportif de haut niveau, vous pouvez l'être très jeune. Il y a certains sports où des enfants de 10 ou 12 ans sont déjà sportifs de haut niveau. Donc c'est un statut national, ça. Vous avez un petit diplôme qui vous avez été ou vous êtes sportif de haut niveau, qui donne un certain nombre de droits. Donc ça, c'est assez facile à trouver. Alors après, il y a beaucoup de candidats, oui, pour le sport de haut niveau. C'est assez curieux parce que à la fois, au niveau du sport pour tous ou de l'inscription dans les clubs de sport, on voit énormément de parents réticents, notamment à la compétition. Voilà. Il y a des parents qui vraiment freinent la possibilité de la compétition pour leurs enfants en disant je veux bien qu'ils nagent ou je veux bien qu'ils fassent du foot, mais alors surtout pas de compétition. Donc c'est une manière de réaction finalement à ce qu'on peut observer de dérive dans le sport de haut niveau. Mais une fois que les enfants sont dans la compétition, il y a quand même beaucoup de candidats. Ça dépend bien sûr des sports et ça dépend aussi du succès momentané des sports. C'est-à-dire qu'après que la France a été championne du monde du football, il y a eu un afflux dans les clubs de foot. À une époque, on avait, et on a encore avec Teddy Riner, d'excellents résultats en judo, afflux dans les clubs de judo. Donc il y a aussi des phénomènes de mode avec les handballeurs, etc. Bon. Une fois que les enfants sont dans la compétition, c'est surtout les parents qu'il faut observer. Voilà. Les parents se prennent au jeu plus vite souvent que les enfants. Hein, et souvent, quand les parents disent oh, « je peux pas l'arrêter, je peux pas l'empêcher, il veut toujours, il y a aussi derrière Voilà. Alors ce que disent les psychologues du sport, c'est que jusqu'à 13 ou 14 ans, quoi qu'il en dise, un enfant fait essentiellement du sport et de la compétition pour faire plaisir à ses parents, même si c'est pas dit comme ça. Voilà. Et après, au moment de l'adolescence et de la construction de son identité, il peut y avoir justement une réaction, un refus. Voilà. Mais alors, tous les sports sont pas à égalité devant le rôle des parents. Je parlais tout à l'heure des sports à grande précocité, des sports individuels qui nécessitent la présence des parents pour accompagner, regarder, attendre, etc. Ces sports-là sont davantage des dangers, on va dire, pour le parcours de l'enfant sportif de haut niveau ou champion, que d'autres sports où, dès l'enfance, quand on est en équipe, par exemple, en équipe de foot, équipe de rugby, bon, le poids des parents est quand même moins lourd. Voilà. Et la construction de la performance se fait au sein de l'équipe. Quand la construction de la performance se fait au sein de la famille et repose vraiment sur le parcours quotidien de l'enfant, là c'est assez lourd. Ouais. Et est-ce que vous diriez que dans l'entraînement comme ça physique de haut niveau, il y a une attention quand même qui est portée au corps
de manière à ce que le jeune n'ait pas trop de séquelles finalement. Et je vous pose aussi une autre question. Je compare avec les artistes qu'on croise nous dans l'univers du cirque, dont l'entraînement s'apparente tout à fait à l'entraînement d'un sportif de haute compétition. Ce sont les mêmes échelles, c'est la même compétition, enfin c'est le même travail sur le corps, sur le dépassement de la souffrance, sur la performance, etc. Et quand on discute avec eux, ils disent que le problème de la reconversion n'est pas abordé dans les écoles de cirque. Est-ce que c'est abordé dans les formations de haut niveau? Et est-ce qu'on va y arriver un jour? Parce qu'il faut quand même en parler. J'imagine que ces jeunes sportifs de haut niveau ont une carrière qui s'arrête assez vite aussi, comme les artistes dans le cirque. Alors, tout d'abord, je vous donnerai 2 références. La première, c'est, je crois, il y a une dizaine de jours, 8-10 jours, mais je pense qu'on doit pouvoir le retrouver sur Internet, une interview du danseur Benjamin Pêche, qui arrête sa carrière à 42 ans parce qu'à l'Opéra de Paris, c'est une interview extraordinaire qui exemplifie voilà, ce qu'on peut réfléchir là. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a tout le temps de la douleur, il est tout le temps cassé, il sort de scène, il peut même pas poser les pieds parfois, il se demande comment il a pu danser, mais il a quand même pu danser, mais quand il sort, il est en chaise roulante. Bon. Et en même temps, il cherche l'excellence, donc quand il l'atteint, évidemment, c'est complètement aérien, il a le sentiment de... Bon, ça c'est vraiment un très bon article. Et puis, un livre qui est paru quand même déjà maintenant, il y a une dizaine d'années, de Stéphane Cascua, « Le sport est-il bon pour la santé ?» Bon, alors il a recensé, sport par sport, toute la traumatologie, les pathologies, etc. Bon, c'est quand même assez indicatif. Alors, il y a des discours qui se sont beaucoup améliorés, des structures qui se sont beaucoup améliorées dans les sports-études. Voilà, la nécessité pour les jeunes de poursuivre une scolarité, de prendre soin d'eux, d'avoir une vie, etc. Bon, voilà. Donc ça existe, on ne va pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Dans les faits, il faut être le meilleur. Et c'est d'autant plus, je dirais, violent dans les sports individuels. Alors, ça dépend des sports. Voilà, il y a des sports à haute intensité. C'est-à-dire que si vous prenez le tennis, non seulement c'est un sport de grande précocité, non seulement c'est un sport individuel, c'est-à-dire que les parents sont omniprésents, mais en plus c'est un sport où il faut s'entraîner 6 à 8 heures par jour à haut niveau. Voilà. Donc ça cumule un certain nombre de dangers. Tous les sports ne sont pas logés à cette enseigne-là. Bon. La natation, si vous voulez nager 17 ou 18 km par jour, ça suppose un certain nombre d'heures aussi dans le... Voilà. Y a des sports où ça peut être... si vous faites du rugby, même pour les adolescents, vous ne ferez pas du rugby 8 heures par jour. Bon. Pour autant, c'est quand même un sport assez traumatique. Bon. Chaque sport a ses modalités, ses blessures, sa traumatologie. Donc le discours, il est là. Mais c'est pas parce qu'il y a un discours que ça empêche des sportifs d'être blessés, parfois durablement, parfois pour le restant de leur vie, de manière assez chronique, que ça empêche des sportifs de se retrouver à la fin de leur carrière sans diplôme, sans perspective. Voilà, c'est à l'INSEP, il y a des diplômes, il y a des parcours, il y a des filières universitaires. Bon, c'est vrai que ça existe, mais il y en a quand même beaucoup qui terminent leur carrière, donc plus ou moins tôt, comme vous le disiez, et qui n'ont pas énormément de perspectives. Alors il y a des sports aussi où on se reconvertit plus facilement que dans d'autres, parce qu'il y a plus d'argent, parce qu'il y a plus d'opportunités médiatiques, parce que voilà. Il y a des sports où quand vous terminez votre carrière, vous n'avez aucune opportunité médiatique, vous ne serez pas consultant, vous serez pas le relais d'une marque de sport. Enfin voilà, c'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Oui, vous nous parlez, c'est extrêmement intéressant ce que vous nous dites, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous nous en parlez de manière très objectivée, enfin de manière tout à fait neutre, alors que vous êtes quand même une ancienne sportive de haut niveau.
Donc, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, si c'est possible, sans entrer trop dans la vie personnelle, c'est comment vous êtes passé, puisque d'après ce que je comprends, vous étiez sportif de haut niveau en tennis, c'est ça? Oui. Et vous en êtes venu ensuite à la philosophie, voilà. Alors, donc, peut-être pourriez-vous nous dire, puisque effectivement votre conférence est très fortement portée par la philosophie du corps, me semble-t-il, comment votre expérience de sportive vous a conduit à la philosophie? J'ai jamais dit que mon expérience sportive m'avait conduit à la philosophie. Non, vous l'avez pas dit, mais c'est comme c'est votre. Si on analyse le CV de manière tout simple, ça se succède dans le temps. Je voulais simplement savoir si vous y aviez, parce que vous faites quand même une présentation relative à la philosophie du corps, vous avez cette expérience, et donc il y a certainement une articulation. Je voulais savoir si vous y aviez réfléchi en termes de traces, puisque moi je m'intéresse aux traces cognitives, psychologiques, dans l'objectivation de vos recherches de philosophie du corps, par rapport à votre expérience de sportif de haut niveau. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas l'expérience sportive qui m'a conduite à la philosophie, mais la philosophie qui vous a permis de réfléchir, voilà, notamment à cette question de l'excellence qui a été au point de départ de mes travaux. Voilà. L'ambivalence de l'excellence. Non, mais vous faisiez, excusez-moi, vous faisiez donc de la philosophie en même temps que du sport, ou vous faisiez de la philosophie avant le sport? Comment s'est positionnée la formation à la philosophie par rapport à votre pratique du sport? Alors, en termes de temporalité. Dans la temporalité, ça s'est succédé. Voilà. Dans la temporalité, ça s'est succédé. Voilà. Ça aurait été assez difficile de faire exactement les deux avec la même intensité en même temps. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à faire du sport. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons vous remercier. Merci à vous. Et pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous lundi prochain à la même heure ici pour une toute autre thématique.